Il est 22 heures et nous sommes le dimanche 2 mars, 3 mars pardon, 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée au sommaire ce soir. L'hémicycle ouvre la session ordinaire avec une déclaration de la politique générale ambitieuse faite à l'occasion par le Premier ministre du pays Abdelkader Kamil Mahamad. Également dans l'actualité de ce 22 heures, les Palestiniens accomplissent les premières tarawih de ce mois béni du Ramadan sous le règne de la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez dans cette édition de ce 2 mars. Conformément aux principes républicains et aux dispositions constitutionnelles, l'Assemblée nationale a procédé aujourd'hui l'ouverture de sa première session ordinaire de l'année pour un cérémonial protocolaire, notamment les honneurs militaires rendus par la gendarmerie nationale. Une cérémonie solennelle qui s'est tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, et en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, ainsi que les membres du gouvernement, des élus de la nation et de nombreuses personnalités de haut rang issues de divers horizons. Également des corps diplomatiques, des représentants d'organisations internationales, des officiers généraux, des autorités locales, des élus et de nombreux acteurs de la société civile ont assisté à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a dans son discours d'ouverture partagé ses perspectives et ses ambitions pour cette nouvelle session parlementaire. M. Dileita Mohamed Dileita a souligné la portée historique de cette session qui coïncide avec le commencement du mois béni de Ramadan, période de recueillement, de spiritualité et de renforcement des valeurs communes. Le président de l'Assemblée nationale a également salué avec une considération particulière la présence d'une délégation d'élèves officiers de l'Académie militaire d'Arta, AMIA. M. Dileita Mohamed Dileita a rappelé lors de cette rentrée parlementaire qui s'inscrit dans un contexte marqué par un événement d'envergure continentale. Il s'agit bien notamment de l'élection triomphale le 15 février dernier de son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette séance inaugurale, la représentation nationale a salué avec un standing ovation l'élection triomphale de M. Mahmoud Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale a rendu un vibrant hommage appuyé à cette distinction prestigieuse qui porte donc la vision éclairée du chef de l'État, Ismaël Marguelé, et qui vient de couronner des décennies d'engagement en faveur de l'unité et de l'intégration continentale. Écoutons les propos de M. Dileita Mohamed Dileita. Une délégation d'élèves d'officiers de l'Académie militaire interarmes d'Arta se joint à notre séance protocolaire d'ouverture de la session. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence à tous et votre engouement à venir partager avec les élus de la nation ce moment de solennité constitutionnelle vous honore et l'Assemblée nationale tient à vous exprimer sa profonde estime pour ce témoignage et votre attachement à son égard. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme à l'accoutumée, notre institution effectue sa première entrée officielle de l'année 2025 sous des auspices quelque peu particuliers. Coïncidant avec le commencement du mois de Ramadan, période de renforcement spirituel de la foi, la rentrée parlementaire, cette fois, intervient à suite d'un événement heureux et historique que toutes les Djiboutiennes et Djiboutiens
continue de vivre en totale communion et euphorie. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de l'élection du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, notre frère, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, le candidat de la République Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier. Je vous prie, avant de continuer mes propos, de bien vouloir vous lever et applaudir ce succès. Pour pouvoir bénéficier d'un standing ovation de l'hémicycle national n'est aucunement chose facile, mais ça demeure moindre et plus que justifié devant la portée et l'ampleur du succès de notre frère et de notre pays sur la scène continentale. Oui, depuis le 15 février 2025, la conscience collective djiboutienne ainsi que notre peuple savoure à sa juste valeur l'exploit retentissant de l'élection d'une personnalité des premiers plans d'envergure, d'un compatriote dévoué à son pays, à son continent, bref, un humanisme convaincu. Si nous l'apprécions comme il se doit ce succès, il nous faut avant tout rendre grâce et reconnaissance éternelle à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a guidés et soutenus. Puis après le Créateur Azawajal, mes compatriotes, mes collègues et moi-même, exprimons notre profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'Assemblée nationale tient à souligner ce rôle porteur de ces bâtisseurs des nations qui a été non seulement le précurseur et auteur de ce choix, puis le chef d'orchestre d'un immense ouvrage de plaidoyer, de sensibilisation pour que soit certes couronné le succès, la campagne de notre candidat, mais surtout pour que la voix de tout un pays, peu importe sa taille, soit entendue. Ce qui en soi est une première dans le jeu électoral de la plateforme africaine qui est la Commission de l'Union africaine. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la rentrée parlementaire de ces premiers jours ouvrables du mois de mars vient clore une période d'intersection du mois de février chargée qui n'a pas été du tout repos puisque nous avons mené plusieurs missions diplomatiques parlementaires et de représentation des électeurs. Sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tenu un discours lors de cette rentrée parlementaire. Il s'agit du discours de la politique générale du pays devant les honorables députés. Écoutons la première partie de l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Cette année marque donc pour nous tous une étape importante de la vie politique. Celle de nous engager avec un nouveau souffle pour poursuivre et accroître le développement national de ce nouvel objectif de la politique du gouvernement que je vais vous présenter. Mais vous savez qu'il est aussi nécessaire au préalable d'établir le bilan de l'action gouvernementale. Ceci est d'ailleurs un travail permanent de tous les membres du gouvernement car il permet à chacun d'apprécier les progrès accomplis, les insuffisances et les nouvelles priorités à mettre en œuvre. Je vais donc intervenir sur ce sujet en soulignant brièvement les résultats que j'ai eu l'occasion à maintes reprises de détailler. Le chemin parcouru est remarquable. La transformation physique de la capitale et des grandes villes de l'intérieur en est le témoignage indéniable. Mesdames et messieurs, le succès que nous constatons résulte bien évidemment de l'engagement total du président de la République pour une politique axée selon deux objectifs primordiaux: rendre le pays de plus en plus prospère et instaurer une solidarité nationale de plus en plus forte. Cette politique vise à rendre la nation djiboutienne encore plus résiliente, donc capable de mieux surmonter les écueils en toutes circonstances, comme cela a été déjà le cas ces dernières années.
Fort de ces succès, le gouvernement veut donc aller encore plus loin sur cette voie. Ainsi, en se basant sur le premier axe de la politique gouvernementale, le gouvernement affirme sa totale volonté d'accroître encore plus la richesse nationale. Nous savons que sur la trajectoire de cet objectif, l'un des plus grands succès du gouvernement a été sans aucun doute possible de construire un grand pôle régional économique, numérique et financier. Ce résultat a été obtenu suite à la politique d'investissement massif dans le système de transport international multimodal, dans les zones économiques de développement commercial et dans les télécommunications. Ces secteurs économiques ont été le moteur de l'économie nationale, mais ils ont aussi eu un résultat secondaire. Ils ont entraîné le développement d'un autre secteur économique essentiel, celui de la construction et des branches qui y sont liées, énergie, eau et assainissement. Ainsi, des investissements privés très importants ont pris le relais des investissements publics, créant de ce fait une synergie favorable à une forte croissance nationale. Mesdames et messieurs, parmi les indicateurs utilisés pour mesurer le développement de notre économie, le gouvernement suit ceux qui définissent une économie résiliente, car ils expriment notre autonomie. La résilience de notre économie a pu être constatée en 2023 et en 2024. Il s'agit par exemple de l'adaptation de l'activité portuaire aux nouvelles conditions de trafic maritime international, conditions qui sont brusquement survenues dans l'océan Indien et la mer Rouge. Contrairement aux prévisions pessimistes de cette époque, dès 2023, le trafic marchandises des ports de Djibouti a augmenté par rapport à celui de l'année précédente de 35,2%. De même, l'augmentation annuelle du trafic de transbordement a été près de 940%, ce qui constitue les meilleurs résultats obtenus dans cette catégorie avant la pandémie. D'un autre côté, le secteur de la construction a démontré également la faible incidence des conflits régionaux et mondiaux sur lui, malgré la hausse des prix des produits qui importent. Écoutons donc la seconde partie de l'intervention du Premier ministre. La hausse des prix des produits importés qui a impacté notre pays suite aux conflits mondiaux, de nouveaux centres commerciaux et de nouvelles cités se sont rajoutés aux anciennes zones commerciales et d'habitation, induisant de ce fait une consommation des ménages en hausse. En conséquence, la croissance du PIB réel au cours des 5 dernières années, et c'est malgré les crises successives sanitaires, régionales et internationales, a été de l'ordre de 6 à 6,5%. Le PIB est le meilleur indicateur qui puisse confirmer objectivement la transformation physique de Djibouti et son développement spatial. Mesdames et messieurs, ainsi il est maintenant prévu que le taux de croissance de notre économie pour les années 2025 et 2026 rejoindra progressivement le niveau atteint avant la pandémie, qui était de l'ordre de 7,5 à 8%. La volonté du gouvernement est de poursuivre cet effort en s'appuyant d'abord sur notre système financier unique en Afrique. Cela a été réaffirmé à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création du franc Djibouti, qui reste un atout majeur pour la construction d'un grand pôle économique et financier régional comme l'est l'appui du GAFI. Le gouvernement réaffirme donc sa volonté de renforcer le développement de ce pôle commercial numérique et financier et en outre, il poursuit ses efforts pour obtenir une meilleure intégration de ce hub économique régional moderne dans toute l'Afrique de l'Est. La coopération économique régionale initiée par l'IGAD est un facteur de paix et de développement social pour tout le peuple de la région. Djibouti, qui en assure la présidence, poursuit ses efforts pour que la région de l'Afrique de l'Est
puisse se développer en paix. Toutefois, comme je vous l'ai annoncé, le gouvernement ne veut pas en rester simplement à ce stade. La forte croissance économique déjà obtenue va certes constituer le socle qui permettra de fournir à la jeunesse djiboutienne des emplois toujours plus nombreux. Mesdames et messieurs, la politique du gouvernement s'oriente maintenant vers un niveau de développement bien supérieur afin d'accélérer encore la croissance. Ce qui est visé dès aujourd'hui et pour les années futures est de compléter le hub commercial numérique et financier de Djibouti qui s'agrandit par l'ajout d'une fonction nouvelle, celle du développement d'activités industrielles. L'ambition est très élevée, les contraintes à lever sont très importantes, mais la volonté du gouvernement est totale. L'actualité de ce 22h, c'est aussi le lancement des activités du mois béni du Ramadan par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement qui s'est tenu à la salle de réunion de la Bibliothèque des Archives nationales présidée par la ministre en personne, Dr Hibo Oumoumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Une rencontre qui a rassemblé plusieurs hauts responsables, dont le député Issa Mohamed Omar, les présidents des communes de Balbala et de Boulaous, des conseillers techniques du ministère, les sous-directeurs régionaux du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que des directeurs du Centre de développement communautaire, les CDC. L'objectif principal de cette réunion était de planifier et coordonner les différentes activités qui seront organisées durant le mois béni du Ramadan sur l'ensemble du territoire national, initiative portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et ses partenaires qui vise à renforcer la solidarité, la cohésion sociale et l'engagement citoyen à travers des actions culturelles, des loisirs, des actions sociales destinées donc à la jeunesse et aux communautés locales. Prenons la parole lors de cet événement. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Oumoumin Assoué, a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir et à accompagner ces activités pour en assurer le succès. Dr Hibo Oumoumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a réaffirmé ainsi son engagement à offrir donc aux jeunes des espaces de partage, de réflexion et d'épanouissement durant ce mois béni de Ramadan. Écoutons. Où les jeunes nous sollicitent le plus, vraiment. Je vous le dis, souvent on est débordés, on essaye de limiter le programme mais on n'y arrive pas et je trouve que finalement c'est une bonne chose qu'on puisse être submergé des demandes. Ça montre que vraiment la jeunesse a besoin de se dépenser physiquement et de s'épanouir même quand ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Parce que je le vois rester dans les CDC 5 minutes avant le Edan pour aller casser les jeunes. Parce qu'ils ont besoin de passer des moments de partage, des moments collectifs avant de faire le Haftour. On a aussi beaucoup de demandes pour l'Iftar, beaucoup de demandes pour la kermesse. On a instauré des bonnes habitudes et on doit continuer. Mais on doit continuer en étant beaucoup plus structuré, en étant beaucoup plus efficace et en essayant vraiment de réussir au maximum par rapport à la fréquentation. Parce que c'est vraiment le mois où la fréquentation des CDC, elle est optimale, vraiment optimale. Donc cette année, je dis à mes équipes, il faut associer les autorités, les fédérations, les associations, les communes avec leurs représentants dès le début. Et que les équipes techniques puissent être au service, mais vraiment que le travail de leadership, d'organisation soit tenu par les fédérations et les communes. Que vraiment vous puissiez être à leurs écoutes pour que ce travail soit fait. Et, le directeur de CDC m'entende, il faut que le 15 CDC de la capitale soit opérationnel. Il faut ajouter aussi les espaces, travailler avec le président des communes, éviter peut-être les espaces des routes et tout ça. Donc c'est pour ça que de maintenant, nous, on peut accompagner aussi pour que ces espaces soient des espaces que vous garantissez que vraiment les jeunes ont l'habitude et que c'est des espaces sécurisés. Mais vraiment rester à l'écoute des présidents des communes pour qu'on puisse organiser ça en dehors des espaces de CDC, surtout à Balbala. Et donc ce serait vraiment, on vous y encourage. Et je dis dès maintenant, les équipes techniques, bravo. Donc les directeurs des CDC qui sont vraiment au front, c'est eux qui sont au front. Les sous-directeurs des régions aussi. Nous allons faire en sorte que l'accompagnement soit vraiment fluide.
Eh bien, à l'instar des peuples du monde islamique, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont pleinement débuté également le mois béni du Ramadan, mois sacré perçu comme une occasion précieuse d'atteindre la piété et de se rapprocher de Dieu, marqué par une intensification des actes d'adoration et de dévotion. Cependant, le Ramadan a débuté à Djibouti. Il ne se limite pas donc à l'abstinence des nourritures, des boissons et des désirs pendant la journée, mais il suit des prières nocturnes, des tarawih et de qiyam. Il incarne bien plus qu'un simple rituel. C'est une période de transformation spirituelle et sociale, insufflant foi et compassion dans les cœurs. Ce mois combine également traditions ancestrales, valeurs religieuses et coutumes profondément enracinées. Dès l'annonce de l'observation du croissant lunaire, le rythme de vie à Djibouti s'est également transformé. Les mosquées se parent des décorations et accueillent un nombre croissant de fidèles venus accomplir les prières dans une atmosphère de recueillement. Les récitations coraniques et les sermons résonnent également, rappelant aux croyants les valeurs de patience, de bienfaisance et de solidarité. Au-delà des dimensions spirituelles, le mois béni du Ramadan est aussi une saison de redécouverte des traditions djiboutiennes. Les marchés connaissent une effervescence particulière en prévision des repas de l'iftar et du suhour, tandis que les visites familiales se multiplient, renforçant ainsi les liens d'amour et de fraternité entre proches et voisins. Je vous le disais en titre, les Palestiniens accomplissent également les premières prières de Tarawih au milieu des ruines. Les premières Tarawih du mois sacré du Ramadan dans une Gaza ravagée par la guerre, au milieu des ruines des mosquées disséminées à travers l'enclave. Eh bien, les minéraux de certains mosquées vieilles de 1400 ans a été détruits et certaines parties de sa structure ont été gravement endommagées par l'armée sioniste et dans sa guerre génocidaire. Eh bien, un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers est en place depuis le mois dernier, suspendant temporairement la guerre génocidaire de l'État sioniste qui a laissé Gaza en ruine et tué plus de 48 360 victimes, principalement des femmes et des enfants, malheureusement. Retour à Djibouti, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu ce week-end à Ali Sabieh. Dans son déplacement, le ministre était accompagné par le député et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, ainsi que ses collègues parlementaires, Abdou Siki Ediriye, Elmi Mahabe Ouaïs, et des responsables de son département ministériel. Le ministre donc a été accueilli par le préfet de la région dans sa résidence, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence du président du conseil régional, Charles-Marc Hassan Al-Ali, au salon d'accueil de sa résidence préfectorale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en service des appareils médicaux de soins pour les dialyses de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Warsama. Le ministre a à cet effet conduit par les responsables régionaux, fait une immersion dans ce grand centre hospitalier. Sur place, il a été accueilli par le directeur général de l'enceinte, M. Mohamed Miguel Hassan, l'ensemble du personnel soignant et des chefs coutumiers. Au cours de cette cérémonie inaugurale, des matériels et des équipements de dialyse qui sont désormais présent à cet hôpital régional d'Ali Sabieh. Le ministre Dr Ahmed Roble Abdillah a déclaré que ce centre dialyseur est appelé à servir les patients des deux régions du Sud. Prochainement, une entité médicale similaire sera également mise en service à l'hôpital régional de Tajora. Burhan Aref fait cela pour éviter aux patients de se déplacer vers la capitale.
Notre reporter sur place et correspondant de la ville à Sadiouk, Mohamed Cheikh Aoubakar, a pu interviewer le vice-président de l'Assemblée nationale, député Omar Ahmed Waïs. Il a donc remercié le ministre de la Santé pour la mise en œuvre de cette entité dialyse à Ali Sabieh, qui est donc l'une des régions qui accueille donc cette entité de dialyse à l'intérieur du pays. Il a exhorté également le personnel soignant de l'hôpital de bien veiller sur la bonne utilisation des machines de dialyse. Et pour sa part, le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, s'est exprimé au micro. Voici ses propos. Et exprimer toute ma gratitude au président de la République, à son gouvernement et en particulier au ministre de la Santé qui a su répondre aux doléances de la population parce qu'il fallait rapprocher les services des dialyses aux régions. Aujourd'hui, c'est une première. Donc, tout l'honneur vous revient, monsieur le ministre, et à votre équipe. Et Ali Sabieh, comme le disaient tout à l'heure les parlementaires, c'est une des régions où il y avait beaucoup de personnes dialysées. Il faudrait qu'on continue toujours la sensibilisation pour que les gens n'atteignent pas ces niveaux. Vaut mieux prévenir, comme on l'en dit souvent, que guérir, Inch'Allah. Et ça, c'est notre devoir à nous, les autorités des régions, la communauté, les responsables aussi, les Oqal qui sont là et l'équipe de la santé présente ici. Ce qui est nouveau aussi, c'est que ce sont les contributions, ce sont les paiements qui ont été effectifs ici, les 100 francs que les gens payaient, qui ont permis aujourd'hui de financer totalement et l'intégralité, comme l'expliquaient les ministres, de toutes les machines et de tous les matériels qui ont été procurés. Donc je ne pourrais que remercier les ministres pour cette initiative. Prenons la parole également. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué dans ses propos que l'inauguration de ce service dialyse intervient à un moment important et répond donc à une promesse faite aux populations de Assadiouk par le chef de l'État. Ainsi, le ministre a rappelé que le ministère assurait auparavant le déplacement des patients vers le centre de dialyse de l'hôpital Pelletier à Djibouti. Les soins de dialyse sont lourds tant pour les patients que pour les soignants. Il a également lancé un appel aux Djiboutiens et Djiboutiennes en leur disant d'éviter tout ce qui peut dégrader leur santé, en l'occurrence un déplacement. Peu après, le ministre de la Santé a tenu une rencontre fructueuse dans l'après-midi du week-end dernier à la résidence du préfet avec le Oqal de la région d'Ali Sabieh ainsi que l'Union des femmes locales, un rassemblement qui a marqué donc un moment important pour la région en présence de plusieurs figures politiques et administratives clés. L'événement qui s'est déroulé en présence également du préfet de la région, M. Banoïta, et du président du conseil régional, Charmalka Hassan Alaleh. Les discussions ont porté sur les défis de la santé dans la région d'Ali Sabieh, notamment l'amélioration des infrastructures de soins, la sensibilisation quant aux enjeux sanitaires et les besoins spécifiques de la population locale, et ce en particulier des femmes et des enfants. Une importance pour renforcer également la collaboration entre autorités locales et le ministère a été également soulignée afin de garantir une couverture sanitaire plus étendue et plus efficace. Cette rencontre témoigne également l'engagement du ministre et de son département à œuvrer pour l'amélioration continue des services de santé sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Dr Ahmed Roble Abdillah a réaffirmé dans ses propos sa volonté de soutenir les initiatives locales et de veiller au strict respect. Une étape majeure a été franchie aujourd'hui avec la signature d'un mémorandum d'entente entre Djibouti, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République du Soudan du Sud et la République de l'Ouganda. Ce document historique qui vise donc à établir
une autorité de gestion du corridor de Djibouti, une institution multilatérale dédiée à faciliter et optimiser les échanges commerciaux entre les pays signataires. Les parties signataires ont convenu de dénommer la dite institution Autorité de gestion du corridor, DESU en anglais, reprenant les initiales des noms de leurs pays respectifs. Une cérémonie de signature qui s'est déroulée en présence des ministres des infrastructures, des transports et des routes de ces 4 nations. En bref et en image avec la participation du Djibouti à la 2e réunion du projet ferroviaire Dakar-Port-Soudan, présidé par le ministre des Transports de la République du Cameroun, Bibeye Massena. La 2e réunion sur le projet ferroviaire Dakar-Port-Soudan s'est déroulée ce 24 février à Jeddah, en Arabie Saoudite, au siège de l'Organisation de la coopération islamique. Et bien organisé par le secrétariat de l'OCI, 13 États membres concernés par ce projet ont été conviés à cette 2e réunion, à savoir Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Djibouti, Guinée, Gambie, Libye, Mali, Nigeria, Niger, Sénégal, Soudan et Ouganda. Le secrétariat de l'OCI a présenté aux représentants des États membres un rapport de base sur le projet ferroviaire de l'OCI. Dakar, Port Soudan, notre pays donc était représenté par M. Mahmoud Roble Dabar, directeur général de la Société djiboutienne de chemin de fer, qui a remercié à cette occasion les représentants des gouvernements des pays de l'OCI et de l'Afrique pour le soutien apporté au candidat de Djibouti au poste de président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence M. Mahmoud Ali Youssouf, élu triomphalement à Addis Abeba le 15 février dernier. Le comité pour le développement de Mouloud a élu son nouveau président, en l'occurrence M. Mohamed Sougué Barré. Le comité qui s'est réuni donc au Sheraton Hotel, tous issus de la localité de Mouloud, dans la région de l'Unité, créé en février 2019 par des jeunes cadres originaires de cette localité de Mouloud. Ce comité se fixe comme objectif de promouvoir le développement socio-économique et culturel, servir de trait d'union entre la population et le gouvernement. Un comité donc, qui était dirigé auparavant par Mahmoud Roble Dabar, président sortant, a fait donc un bilan de ses activités sur les 6 années dernières. Rappelons que l'une de ses premières activités phares portait l'organisation du 40e anniversaire de la création de cette localité qui coïncide donc le 21 février de chaque année. Et en 2019, le chef de l'État, en compagnie de la première dame, avait pris part lors de cette fête du 40e anniversaire de la localité de Mouloud. C'était le 21 février 2019. Eh bien, le nouveau président de ce comité de développement de Mouloud s'est exprimé également. Voici ses propos. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que nouveau président du CDM. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour la confiance que vous m'aviez accordée lors du scrutin du vendredi dernier, 21 février, qui s'est déroulé à Mouloud dans de très bonnes conditions. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je tiens à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Mahmoud Roble Dabar. Dont l'engagement et le dévouement ont permis de poser des bases solides pour le développement de la localité et des environnements de Mouloud. Je m'inscris dans cette dynamique de continuité avec la ferme volonté d'approfondir les actions engagées et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre communauté. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, natif de la région de l'Unité, a également pris part à cette cérémonie de passation. Voici ses propos. Le comité de Mouloud, le comité de développement, je me rappelle quand ça a été créé, quand on a été voir le comité dans l'organisation de ces événements. Bien sûr, ils ont organisé pas mal de choses. Félicitations au comité
au président sortant et au président rentrant aussi. Nous connaissons Mohamed Sougué. Il est parmi les membres du comité exécutif du parti, le RPP. Je suis sûr qu'il va aussi emboîter le pas à Mahmoud. Et pour clore l'actualité nationale, l'hôtel Acacia a accueilli un atelier essentiel dédié donc à la validation de la stratégie d'éducation des filles de Djibouti organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec l'UNICEF et l'Agence française de développement, l'AFD. Un événement qui marque une étape significative dans l'engagement de notre pays pour l'amélioration de l'éducation des jeunes filles. Présidé par Mme Lula Ali Elabé, directrice générale de la scolarisation et de l'enseignement général, elle a salué l'importance de cet événement qui a rassemblé un large éventail des participants, dont des directeurs et des inspecteurs de des régions de l'intérieur, des chefs de service du MENFOP, des représentants des ONG et des partenaires techniques et financiers. L'animation de cet atelier est confiée à Dr Mbarou Gassama, consultante en genre et éducation. Dans son mot d'ouverture, elle a présenté les objectifs de cet atelier et la méthodologie adoptée. Elle a aussi abordé les différents axes stratégiques relatifs à l'éducation des filles. À l'issue des présentations, les participants ont été invités à se regrouper pour travailler sur un plan d'action. Ce dernier se structure autour de 5 axes stratégiques majeurs et de 24 piliers conçus pour améliorer l'éducation des filles à Djibouti. Des discussions qui ont permis de clarifier les priorités et de définir des actions concrètes à mettre en œuvre. Un atelier qui représente non seulement un moment de réflexion collective, mais aussi un engagement fort pour l'avenir éducatif des jeunes filles à Djibouti, réunissant également des acteurs clés autour de cette problématique. Le directeur général des statistiques du ministère s'est également exprimé. Nous allons donc revenir en images dans nos prochaines éditions. Passons donc à l'actualité hors de nos frontières, où la ville de Kfar Chouba, située à la frontière du sud du Liban avec Israël, qui fait face à d'immenses défis alors que le mois sacré de Ramadan a débuté ce samedi sur fond de destruction massive causée par l'offensive militaire israélienne. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.